Cette image est vraiment impressionnante, on y voit la coque d'un voilier complètement retournée, mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est le navigateur piégé à l'intérieur en train de lutter pour sa vie. Lui, c'est Jean Le Cam, ça fait plus de 40 ans qu'il excelle en tant que skipper, beaucoup le surnomment le roi Jean, c'est dire. C'est un très grand habitué de la course du Vendée Globe, il y a déjà participé de nombreuses fois, mais lors de cet accident, il a bien failli y passer. En 2004, Jean participe au Vendée Globe pour la première fois de sa carrière et il finit sur la deuxième marche du podium après 87 jours, 17 h et 20 minutes d'une traversée éprouvante et épuisante. Fort de ce succès, Jean s'inscrit directement à l'édition de 2008 avec pour ambition de monter sur la première marche cette fois-ci. Il a le niveau et le talent pour, mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu cette année-là. Nous sommes le 6 janvier 2009, ça fait près de 2 mois que la course a débuté et Jean se trouve à bord de son monocoque à proximité du Cap Horn. Les conditions météorologiques sont très rudes ce jour-là, entre vent violent et mer agitée. Son bateau est de plus en plus difficile à maîtriser et il finit par chavirer malgré tous ses efforts, probablement en raison de la perte de la quille. La situation est extrêmement critique, Jean Le Cam se trouve coincé à l'intérieur de la coque retournée. Ouais, ces images sont particulièrement difficiles à regarder quand on sait ce qu'il se trame sous cette coque. Heureusement pour lui, il réussit à se réfugier dans une petite poche d'air et tout ce qu'il peut faire, c'est attendre les secours en espérant qu'ils arrivent à temps pour le sauver. Alerté par l'organisation de la course, un autre skipper du nom de Vincent Rioux se déroute en urgence pour porter assistance à son concurrent. Je me suis dit, je rêve ou pas? Puis j'ai entendu cette voix une deuxième fois, donc à un moment j'étais sûr que Vincent était là. C'était important, parce que si tu sors du bateau et qu'il n'y a personne, t'es mal. Après plusieurs tentatives infructueuses de sauvetage, Vincent réussit à s'approcher suffisamment près pour permettre à Le Cam de sortir par une trappe de secours et de sauter à la mer. Il a ensuite récupéré Jean sur son bateau, sain et sauf. Malheureusement, son bateau étant trop endommagé, Jean a finalement dû déclarer forfait, mais bon, il s'en est sorti sans séquelles et ça c'est le principal. Le Vendée Globe, c'est aussi ça, une course à la voile extrêmement éprouvante en solitaire, sans escale et sans assistance qui peut se révéler dangereuse, voire mortelle. C'est l'une des courses les plus difficiles au monde, on parle de plus de 45 000 km à parcourir à la voile, un tracé qui demande au skipper une concentration et un focus à toute épreuve car les risques sont bien réels. Tempête dévastatrice, naufrage, collision, problèmes techniques et de santé et j'en passe, découvrons ensemble les pires accidents de l'histoire du Vendée Globe. Bon, on vient de parler du cas de Jean Le Cam et pour vous donner des nouvelles, cet accident bien traumatisant ne l'a clairement pas arrêté. Et en 2020, lors de cette même compétition, ce sera à son tour de porter la casquette de sauveteur pour sauver un certain Kevin Escoffier. Kevin, c'est un navigateur français renommé pour ses exploits en course à la voile. Ça fait près de 20 ans maintenant qu'il a débuté sa carrière et il s'est construit avec le temps un palmarès bien chargé. Et lorsqu'il a annoncé sa participation à la 9e édition du Vendée Globe en fin 2020, beaucoup s'attendaient à ce qu'il surperforme au vu de ses qualités de skipper. Mais malheureusement, une vingtaine de jours après son départ, le pire s'est produit. Le 30 novembre 2020, plus de 2 semaines après son départ, Kevin se trouve en 3e position lorsqu'en pleine mer, sous un vent très violent, son voilier se plie brusquement en deux. Ça provoque instantanément une entrée d'eau très rapide et irréversible et à ce moment-là, Kevin le sait, il est condamné. Il se trouve seul au beau milieu de l'océan, la météo n'est clairement pas favorable, mais heureusement, il a tout juste le temps d'envoyer un message de détresse avant de se réfugier dans son radeau de survie. Je coule, c'est pas une blague. Mayday. Le gros problème, c'est que Kevin se trouve loin de tout. Il faut trouver en urgence un autre participant à proximité capable de le secourir et vite. Les autorités de course lancent donc un message d'alerte à tous les participants situés à proximité de Kevin et c'est son concurrent Jean Le Cam qui va se dévouer pour se rendre sur la zone et lui porter secours. C'est l'un des skippers les plus proches du lieu de l'accident, mais il lui faut tout de même près de 12 heures pour arriver à son niveau. Kevin doit attendre son sauveteur seul en pleine mer sur son petit radeau de survie. La météo est plus que défavorable et toutes ses affaires ont déjà coulé au fond de l'océan. Jean doit tenter de trouver Kevin en pleine mer sous une météo terrible, autant vous dire que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais heureusement les deux hommes arrivent finalement à se rejoindre et c'est près de 12 heures après son naufrage que Kevin Escoffier fut finalement sauvé. Clairement, il a eu énormément de chance. Il a réussi à lancer un signal d'alerte avant que son bateau coule, il a pu se faire repérer et secourir par l'un de ses concurrents, mais sur le tracé de cette course de l'extrême, peu de skippers ont eu cette chance. Après ce grave accident, il est resté motivé et s'est tout de même inscrit à l'édition de 2024, mais en juin 2023, la nouvelle tombe, il est visé dans des affaires d'agression bon, je vais pas le dire, mais vous m'avez compris quoi. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et en octobre 2023, la Commission nationale de discipline de la fédération a annoncé le suspens de leur compétition pour 18 mois. Affaire à suivre. Comme on vient de le voir avec les cas de Jean et de Kevin, il est possible de se faire sauver par ses concurrents quand ces derniers sont situés pas très loin des lieux de l'accident. Mais parfois, ces sauvetages n'aboutissent pas et les pires des scénarios se réalisent. Nous sommes en 96 quand Jerry Roof, un navigateur canadien expérimenté, participe au Vendée Globe à bord de son monocoque du nom de Groupe LG2. Jerry, c'est quelqu'un qui est connu et réputé pour sa détermination et son expertise. Cette course, il veut la gagner,
et il va tout faire pour. Le 7 janvier 1997, alors qu'il navigue dans l'océan austral, Jerry envoie un dernier message aux autorités de course. Il signale des conditions météorologiques extrêmement difficiles avec des vents violents et des vagues gigantesques. Il sent que cette météo peut avoir de lourdes conséquences sur son voilier, il perd peu à peu le contrôle de celui-ci, et une fois ce message envoyé, toute communication avec lui fut perdue. Personne ne sait où il se trouve, et avec des conditions pareilles, un sauvetage serait beaucoup trop risqué. Déjà qu'avec une météo défavorable c'est dangereux, alors sans info GPS, c'est presque peine perdue. Des recherches intensives vont néanmoins être lancées pour tenter de le retrouver, mais très vite, les espoirs de le retrouver vivant vont s'estomper. Personne n'arrive à trouver son corps et son bateau. Il est porté disparu. Malheureusement, encore aujourd'hui, aucune trace du corps de Jerry n'a été retrouvée. Et il est très probable qu'on ne le retrouvera jamais. Ouais, ça fait froid dans le dos et c'est aussi ça la dure réalité de cette course. Alors je vous rassure, ce genre d'accidents mortels sont très rares et à chaque édition, les dispositifs de sécurité sont renforcés. Avant le départ, par exemple, chaque bateau est soumis à des contrôles bien rigoureux pour s'assurer de leur conformité aux normes de sécurité. Les skippers quant à eux sont tous formés aux procédures de survie en mer. Pendant la course, chaque bateau est équipé de balises de détresse, de systèmes de communication satellitaire et de radeaux de survie. Et en cas d'accident, une coordination internationale de sauveteurs est activée pour scruter les zones concernées et secourir les victimes au plus vite. Ces dispositifs y permettent de sécuriser un maximum la traversée des skippers, mais comprenez bien qu'en pleine mer, le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, la plupart des accidents qui surviennent lors de cette course sont en partie causés par la fatigue. Vous comme moi, on a un sommeil monophasique. On fait notre nuit en une fois, en 6 à 8 heures, et ça nous suffit à rester éveillé toute la journée. Mais baisser sa garde pendant 6 à 8 heures sur un voilier quand t'es seul aux commandes, c'est juste impensable. Pour remédier à cette contrainte, les skippers sont entraînés au sommeil dit polyphasique. En fait, ils fragmentent leur sommeil en plusieurs périodes plus courtes réparties sur 24 heures, ce qui leur permet de jamais baisser la garde trop longtemps. Ça peut par exemple consister en 6 à 8 siestes de 20 minutes réparties uniformément sur la journée, sans sommeil principal la nuit. Alors certes, chez certains rares navigateurs, ce rythme est plutôt bénéfique, ça leur permet d'augmenter leur productivité et leur faire gagner du temps, mais très souvent, ce rythme entraîne avec le temps une fatigue chronique, des troubles de l'humeur et une diminution des performances cognitives. Forcément, qui dit diminution des performances cognitives dit plus de chances de se prendre un mur quoi. Mike Plant, c'est un navigateur américain très célèbre pour ses exploits en course au large qui a répondu présent lors de la première édition du Vendée Globe organisé en 1989. Au départ de la course, il s'engage à bord de son monocoque du nom de Duracell et commence alors pour lui un périple long de 135 jours. Pendant sa course, il fait escale près de l'île Stewart en Nouvelle-Zélande pour réparer une petite avarie, mais lors de cette escale, il a reçu une assistance de la part de scientifiques présents sur l'île pour réparer son bateau. Sauf que le truc, c'est que recevoir de l'assistance extérieure pendant la course, c'est éliminatoire. Bien conscient que cette aide contrevenait aux règles de la course, Mike a informé le comité de course de la situation, ce qui a logiquement entraîné sa disqualification officielle. Mais malgré tout, il a quand même choisi de poursuivre son périple et il a finalement achevé son tour du monde en 135 jours. Franchement, respect entre son honnêteté et le fait qu'il a quand même complété son trajet malgré la disqualification, c'est fort quand même. Bon, à l'issue de cette première édition, Mike est quand même un peu déçu. Certes, il a réussi à boucler l'entièreté du trajet, mais il s'est fait disqualifier quoi, c'est relou. Il sait qu'il a le niveau pour faire mieux, il ne veut plus se faire pénaliser et il mise tout sur l'édition de 92. Il construit un nouveau voilier du nom de Coyote pour l'occasion et le 16 octobre 1992, il quitte New York pour rallier les Sables d'Olonne, le point de départ de la course. Le truc c'est que pendant cette traversée, Mike va se volatiliser en pleine mer sans laisser aucune trace. C'est plus d'un mois plus tard, le 22 novembre 1992, jour du départ du Vendée Globe, que la coque retournée de son voilier est repérée au large du Portugal sans aucune trace de Mike. Alors certes, on parle pas d'un accident qui a eu lieu pendant la compétition, mais j'avais quand même pas mal envie de vous la raconter parce que je la trouve particulièrement triste. Malgré son échec lors de la première édition, il a bossé comme un dingue pour se refaire un bateau et viser le podium dans les règles de l'art. Mais l'océan en a décidé autrement. Malheureusement, dès le lendemain du départ de cette même édition, la série d'incidents s'est poursuivie. Lui, c'est Nigel Burgess, c'est un navigateur et homme d'affaires britannique qui a fondé sa propre société spécialisée dans la vente de yachts de luxe, et à côté de son taf, c'est un grand passionné de voile. Tout ce qui a une coque et qui flotte sur l'eau, c'est son kiff en quelque sorte, c'est un milieu qu'il affectionne tout particulièrement. Et c'est en 92 qu'il se lance à l'assaut du prestigieux Vendée Globe. Il est extrêmement motivé et prêt à performer à son meilleur niveau, mais dès le premier jour, la situation va tourner au cauchemar. Le 22 novembre 1992, il quitte les Sables d'Olonne pour cette course en solitaire autour du monde, mais dès la première nuit, une violente tempête frappe le golfe de Gascogne avec des vents violents et une mer agitée. Nigel essaye tant bien que mal de maintenir sa trajectoire, mais malheureusement, il finit par disparaître dans la nuit,
après seulement quelques heures de route. Le 26 novembre, soit 4 jours après le départ, son corps a été retrouvé flottant en mer au large du cap Finistère en Espagne. Il portait un gilet de sauvetage, mais il n'était pas attaché par un harnais de sécurité, un dispositif pourtant essentiel pour éviter les chutes par-dessus bord. Les conditions météorologiques difficiles et l'absence de harnais de sécurité suggèrent qu'il a sûrement été balayé par une vague puissante qui a dû le projeter par-dessus bord. Son bateau a quant à lui été retrouvé intact, qui a du coup renforcé l'hypothèse de la chute accidentelle. Malgré tout ça, on connaîtra jamais vraiment ce qui s'est passé, les circonstances exactes demeurent encore aujourd'hui inconnues, mais ouais, cette édition du Vendée Globe a fait pas mal couler d'encre. Bon, à m'entendre depuis le début de cette vidéo, on aurait presque l'impression que des accidents mortels dans cette compétition, il y en a chaque année. Mais je vous rassure, hein, à part ces 3 navigateurs, aucun autre participant n'est décédé en près de 30 ans de compétition. Bon, j'ai dit à part ces 3 navigateurs, mais ça reste quand même énorme. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis l'édition de 92, on en a fait du progrès côté sécurité. Donc bon, ça reste à relativiser quoi. Bon, on vient de parler des accidents les plus graves, mais des blessures plus soft qui font quand même bien grincer les dents, il y en a chaque année. Par exemple, le plus fou que j'ai lu personnellement, c'est celui du navigateur Bertrand de Broc, et je vous préviens, cette histoire elle est hard de A à Z. C'est clairement pas l'accident le plus grave de cette vidéo, loin de là, hein, mais pourtant... vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Nous sommes en 1992. Oui, toujours en 92, décidément il s'en est passé des dingueries cette année-là. Et lors de cette deuxième édition, le skipper Bertrand de Broc est de la partie. Après quelques mois de traversée, une grande tempête frappe le bateau de Bertrand qui menace de se retourner. Heureusement pour lui, il arrive à reprendre le contrôle de son navire, mais en le redressant, il se prend un cordage en pleine face qui lui a coupé la langue. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais plutôt que cette histoire m'a fait grincer des dents ? Bah attendez parce que c'est pas fini hein. Bertrand se retrouve seul sur son bateau sous une grosse tempête avec une plaie de 2 cm de large sur 5 mm de profondeur et forcément en pleine mer, difficile de trouver un docteur. Il arrive néanmoins à contacter le docteur de garde de la course et à trouver la boîte à pharmacie présent à bord qui contient une aiguille droite. Vous savez où je vais en venir, vous savez. Par téléphone, le docteur Jean-Yves Chauve lui dit que si tu sais recoudre une voile, tu peux te recoudre la langue finalement. C'est le même principe, c'est de la couture quoi. Et vous savez quoi ? Il l'a fait. Il voulait tellement pas déclarer forfait qu'il a préféré se recoudre seul, par mauvais temps, avec un petit miroir de salle de bain et une lampe frontale. Le tout sans anesthésie, hein, bien sûr. Bref, des accidents lors d'éditions du Vendée Globe, il y en a eu pas mal, et au-delà de ça, c'est une compétition qui m'a toujours fasciné sur plein d'aspects. Je suis d'ailleurs en train de bosser sur un gros docu dédié à cette course pour ma chaîne principale, ça sort très bientôt, alors restez connectés. Je vous le rappelle, vous êtes actuellement sur ma chaîne secondaire où je vous présente des histoires de sport plus courtes que sur la principale. Si ce format plus court vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine, salut!